11 novembre 2022. Si les irréductibles Gaulois auraient sans doute crié que le ciel leur tombait sur la tête en appelant à la miséricorde de Toutatis, un Viking, bien habitué des conditions difficiles, lui, tirait avantage de cette situation. Kevin Magnussen, au volant d'une modeste Haas, prenait le meilleur tour d'une séance de qualification et plaçait sa monture sur la pole position au départ de la sprint du Grand Prix du Brésil le lendemain. Un exploit rare, comme on aime les voir dans le sport, qui nous rappelle qu'on peut vivre des moments parfois complètement extraordinaires. Car pas une seule âme sur cette planète ne pouvait pas communier avec toute cette équipe qui fonctionne sur des petits budgets et survit tant bien que mal au Formula One Circus. Tout le monde était heureux de voir ce petit poussé venir bousculer les grands, et si bousculer les grands n'arrive que rarement, il se pourrait que ce petit poussé le fasse plus régulièrement d'ici quelques années. 11 octobre 2024. Haas F1 Team et Toyota dévoilent leur alliance et le début d'un partenariat devant la presse à Fuji au Japon, en marge du Grand Prix des États-Unis. Un partenariat financier, humain et technique, bref, du gagnant-gagnant pour les deux parties. L'objectif pour Haas est de progresser en Formule 1 et personne ne vient faire la course pour simplement figurer. L'objectif ultime, c'est de gagner, c'est donc une question d'avoir les moyens de ses ambitions. Et pendant trop longtemps, Haas a stagné, voire régressé, au bord de mettre la clé sous la porte même, fut un temps. Une vision très certainement similaire que partageaient Gene Haas et Günther Steiner, mais qui ne se sont pas entendus sur le comment arriver à cette vision. Est-ce que ce partenariat entre Haas et Toyota permettrait à l'écurie de faire des podiums, pourquoi pas de gagner des courses? Est-ce le signe que Toyota veut revenir en tant que constructeur en Formule 1? Est-ce que nous sommes à l'aube d'un futur top team dont la route vers le sommet du sport est encore très longue. Mais alors très longue. Alors je vous ai posé la question sur l'onglet post sur YouTube. Pour 57% d'entre vous, oui, avec ce partenariat, l'écurie prend la direction d'un top team. Mais si prendre la direction est un premier pas, il va falloir en aligner beaucoup d'autres pour y parvenir et rien n'est garanti. Sans que l'on s'en rende vraiment compte, Haas est l'équivalent d'un Williams ou d'un McLaren des temps modernes, avec donc forcément quelques différences. C'est une écurie à l'origine plutôt indépendante entre guillemets, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si indépendante que ça, et qui essaye de faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, qui est né de la passion d'un homme, Gene Haas. Et aujourd'hui, elle se fait soutenir par un des plus grands constructeurs automobiles du monde. Le cas de Haas permet de comprendre l'écosystème de la Formule 1 et ses récents changements qui montrent que la course ne se fait pas seulement sur la piste, mais aussi et surtout en dehors. On passe donc de l'autre côté de la piste, on plonge dans le monde des affaires de la Formule 1, côté paddock. Eugène Francis Haas, que l'on connaît plus sous le nom de Gene Haas, est le fondateur d'une entreprise de machines-outils aux États-Unis qui s'est étendue à l'Europe dans les années 2000, puis le reste du monde avec l'Inde et la Chine notamment. En 2023, Haas Automation générait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, employait 1200 personnes environ dans le monde, ce qui vous donne une idée du bonhomme. Mais ce n'est pas cette entreprise qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt celle qui l'a fondée pour faire du sport automobile sa grande passion. Car oui, Gene Haas n'est pas arrivé en Formule 1 par caprice. Gene Haas est un passionné de sport auto, ok, d'accord, mais il a surtout le sens des affaires. Et c'est pour cela qu'il est venu en Formule 1. C'est pour faire la promotion de sa propre entreprise, Haas Automation, grâce à la vitrine mondiale qu'offre la Formule 1, tout simplement. C'est pour ça qu'on voit les logos de Haas sur la Haas. Et alors, je vous l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais le paddock de Formule 1, c'est un club pour faire des affaires. Et au lieu d'avoir un endroit dans le monde, tu en as 24 différents, et contrairement à des matchs de foot par exemple, d'autres événements sportifs, dont l'événement se déroule entre guillemets sur une après-midi et même une soirée, un Grand Prix ça se déroule sur 3 jours, donc vous êtes encore plus à l'aise pour prendre le temps de kiffer et surtout de faire du business. D'ailleurs, petite parenthèse, mais aucun milliardaire ne vient en Formule 1 par pur caprice. Il y a toujours des opportunités de faire des affaires et c'est bien pour cela que ils sont milliardaires et pas simplement des flambeurs qui sont devenus millionnaires. Passer de milliardaire à millionnaire, certes t'as des millions mais c'est la merde. Vijay Mallya par exemple, le milliardaire indien, a promu mondialement une de ses marques à travers Force India. Kingfisher, bien qu'étant une marque de bière à l'origine, a eu droit à sa propre compagnie aérienne, compagnie qui a cessé d'exister en 2012. Vijay Mallya, c'est pas l'exemple du meilleur milliardaire, quoi.
Lawrence Stroll, lorsqu'il a racheté justement Force India, certes ça avait l'avantage d'offrir un CDI au fiston, mais le projet va bien plus loin que de simplement assurer une activité à temps plein pour Lance. Il a racheté Aston Martin ensuite pour faire de son écurie de Formule 1 un projet sérieux et intéressant dont l'objectif est tout simplement de gagner. Et c'est annoncé partout. Alors si on a eu droit à une vague de recrutement de superstars dernièrement, non seulement l'écurie sombre en performance sur ses derniers Grands Prix, mais en plus de cela, Aston Martin perd des millions chaque jour à cause des ventes qui se cassent la gueule, notamment en Chine. Bon alors, on sait pourquoi Gene vient en Formule 1, mais il n'est pas étranger au monde du sport auto et au fait d'être propriétaire d'une structure ou d'une écurie de course. Il découvre une nouvelle discipline, mais pas le sport en lui-même. Car Gene Haas, il a commencé en sport auto en sponsorisant d'abord des voitures en NASCAR dans la fin des années 90. Et puis comme la passion c'est addictif, la seule chose qui empêche quelqu'un de se lancer dans une dinguerie comme être propriétaire de sa propre structure, de sa propre équipe, c'est l'argent. Et ça tombe bien, Gene Haas, il est pété de thunes. Je m'en fous, je suis riche. Et en 2002, du coup, il reprend une usine de Truck Series de la Hendrick Motorsport. C'est un peu genre la McLaren de la NASCAR, si vous préférez, aux États-Unis. Hein, globalement, c'est une grosse équipe. Et du coup, il transforme tout ça en Haas CNC Racing. En 2002, il fait quelques courses en Winston Cup. Hein, pas la Pinston Cup, mais la Winston. C'est la Formule 1 de la NASCAR, et puis il passe en saison complète à partir de 2003. Alors l'équipe galère jusqu'en 2008 où Gene Haas engage Tony Stewart, un pilote phare de la discipline, qui devient justement actionnaire aussi de l'équipe dans le même temps pour créer la fameuse Stewart Haas Racing. Plus de 770 courses en Cup, plus de 60 victoires, 2 titres pilotes. Sauf que à la fin de cette année, là, 2024, il n'y a pas si longtemps, Tony Stewart et Gene Haas ont fermé l'écurie. Mais Haas va continuer d'exister en NASCAR et deviendra Haas Factory Team en 2025, sans Tony Stewart. Mais alors, pendant tout ce temps-là de la NASCAR, il a rencontré Gunther Steiner, à qui on avait proposé d'ailleurs le projet USF1 qui n'a jamais vu le jour. Et au fur et à mesure, ce fameux projet Haas F1 Team se monte doucement. En 2014, Gene dépose sa candidature à la FIA pour inscrire une écurie au championnat du monde de Formule 1. À l'origine, Haas devait courir la saison 2015, mais a préféré décaler son arrivée. Parce que justement, encore une fois, dans le même temps, Marussia déposait le bilan et Haas a racheté les principaux actifs de l'écurie, dont sa base d'exploitation à Banbury en Angleterre. C'est un peu plus pratique, meilleur timing, bref, plus serein pour faire le plongeon dans le grand bain. Et si les débuts de Haas sont assez intéressants, voire une bonne surprise, l'écurie arrive avec un bel élan dans la discipline en ayant des ambitions réalistes, comme le fait de marquer des points, ce sera déjà une belle victoire. Mais si cet objectif est le bon pour un début d'aventure, on voit une absence de vision à long terme de l'écurie. On ne sent pas spécialement une volonté de progresser ou de faire mieux pour aller chercher des podiums, peut-être des victoires, même si c'est à long terme, on s'en fout, mais il n'y a pas cette atmosphère-là. La vision long terme de Haas F1 Team et de Gene Haas, le propriétaire, c'est de se battre en tant qu'Américain contre les grandes écuries européennes. Il n'y a pas vraiment de vision de devenir champion du monde, contrairement à l'ambition de Lawrence Stroll qui déborde de tous les côtés, voilà, et qui a mis d'ailleurs les moyens et a progressé depuis le début de Racing Point mi-2018 avec le rachat de Force India. Ça a même scoré des podiums notamment, tu vois. Alors l'écurie Haas se retrouve par ce manque de vision un peu claire, un problème de sponsor un peu catastrophique, et un modèle économique relativement fragile dans une condition de surviving to drive. Mais une règle en Formule 1 a mis un filet de sécurité à Haas ces dernières années et le rayonnement de la discipline a permis à toutes les écuries de se développer, de gagner de l'argent et même de prendre en valeur. Dans l'histoire récente de la Formule 1, on n'a eu aucun projet à partir d'une feuille blanche, presque blanche même, aussi solide que celui de Haas. À l'époque, on n'a pas de plafond budgétaire, donc les écuries de Formule 1 sont des puits d'argent sans fond où les top teams dépensent un demi-milliard de dollars par saison. Combien ? 500 millions de dollars par saison. Pas pour un petit peu, par saison. Alors à ce rythme-là, il faut trouver un équilibre entre la somme colossale que vous devez dépenser pour décoller et mettre votre écurie en orbite dans le F1 Circus, donc être simplement sur la grille de départ avec 2 voitures et du personnel, et la somme colossale aussi pour rester en orbite et tenter de passer au-dessus de vos concurrents, donc c'est-à-dire simplement de
pouvoir performer et faire la saison de plusieurs Grands Prix. Alors partez du principe que chaque écurie de Formule 1 qui n'est pas Ferrari, Mercedes ou Red Bull à cette époque est dans la même situation que le Faucon Millenium qui tente de s'échapper de cette sorte de trou noir absolument immonde pendant le Kessel Run et que tout le monde panique pour trouver un putain de boost pour se barrer de là et avoir le kick qu'il faut pour échapper à cette gravité effroyable. Et c'est toute la saison comme ça pour les plus petites écuries. C'est donc autant la course sur la piste qu'en dehors pour disputer une saison complète, car il faut mettre sans cesse de l'argent. Mais Haas n'est pas non plus au niveau des anciennes Caterham et autres HRT qui ne savaient pas si elles seraient sur la grille de départ du prochain Grand Prix. Et alors évidemment, plus vous performez, plus vous pouvez récupérer d'argent grâce au championnat, mais en plus de ça, eh bien, vous trouvez des partenaires qui injectent de l'argent pour vous aider et vous aident à construire une meilleure voiture et pas juste un tas de ferraille. Faut donc tout faire pour rentrer dans cette sorte de cercle vertueux financier, mais ça passe par performer sur la piste, tout simplement. J'ajoute quand même que quand Haas entre en Formule 1, les accords Concorde qui régissent donc le sport disent que tu peux pas toucher de droits TV dès la première année. Alors pourquoi? Tout simplement, on paye les écuries en 2016 selon leur classement de la saison 2015 et comme Haas n'a pas participé, eh bien, ils ne peuvent pas prétendre à être payés en 2016. Donc pendant 1 an et demi, Haas ne récupère aucun dollar de la part de la F1 et Gene doit lâcher des fucking millions pour faire fonctionner l'écurie. Gene spends hundreds fucking million a year of his own fucking money. Ce sont 2 années quasiment de survie où il faut injecter sans cesse du pognon. Et d'ailleurs, 2016, on avait une réglementation, etc. Il fallait développer une voiture. Et 2017, il y avait une nouvelle réglementation. Donc, il fallait créer dès le début 2016 une nouvelle voiture pour 2017. Et avec le changement de réglementation. Avec une écurie qui se découvre encore comment ça fonctionne et tout. C'est chaud. Bon, très bien. Maintenant qu'on sait qu'on se lance dans un projet qui demande beaucoup d'argent, comment on fait concrètement pour pas que ça nous pète à la gueule au moment où on allume les moteurs de la fusée? À moins quand même qu'elle fasse un peu de chemin, quoi. Le premier défi, c'est juste de dessiner, concevoir et fabriquer une Formule 1. Ça paraît pas comme ça, mais c'est quand même beaucoup. Ça demande beaucoup de ressources, essentiellement du savoir-faire qu'il faut aller chercher, que ce soit pour le design, la conception ou la fabrication. Ensuite, eh bien, faut faire rouler correctement cette voiture. Il y a plus de 20 000 pièces sur une Formule 1. Les assembler correctement est déjà une sacrée tâche. Vous pouvez en parler au mec d'Unstone, par exemple. Mais les faire fonctionner ensemble est un autre défi, là aussi. Et là, on parle bien de faire rouler une voiture droite. D'accord? Pas genre en crabe. On parle pas encore de performance, on parle juste de, voilà, la voiture elle a les 4 roues tournent, le volant arrive à faire tourner la voiture, accélérateur, frein, la totale. Et alors seulement après, vous entrez enfin dans le vif du sujet. Posez la voiture sur la piste, courir contre tout le monde et savoir où vous vous situez en termes de performance. Et vous avez 1 milliard de raisons pour que ça se passe pas bien du tout. Donc il faut maîtriser le plus possible les coûts dans ce projet. Et on pourrait dire qu'à l'époque, quand Haas entre en Formule 1, c'est un peu pour faire de la F1 pas cher. Et pour ce faire, Haas a décidé d'acheter tout ce qu'elle pouvait à Ferrari, dans les limites de ce qu'autorise le règlement technique de la Formule 1. Acheter des pièces à un concurrent, ça vous évite d'embaucher des employés pour le design, la conception ou la fabrication, sans compter les ressources matérielles nécessaires et les infrastructures. Donc ça va plus vite et ça coûte moins cher. L'inconvénient, c'est que tu dépends de ce que fait ton concurrent ou donc du coup ton fournisseur, quoi, et tu dois t'adapter. Donc ça réduit ton champ d'action, de design et de conception sur ta propre voiture. Haas achète donc à Ferrari le Power Unit, la boîte de vitesse, suspension avant, suspension arrière dans les grandes lignes si vous préférez. Globalement, ce sont toutes les pièces que vous retrouvez dans la catégorie des composants transférables qui est justement listée dans le règlement technique de la FIA. D'ailleurs, cette liste-là a été réduite au fur et à mesure des années pour éviter que Haas ne fasse trop une Ferrari. Bref, c'est un autre sujet. Alors, il existe aussi une liste que l'on appelle les composants d'équipe, qui est une liste des pièces que chaque écurie doit concevoir, fabriquer et avoir la propriété intellectuelle. Là-dedans, on a toutes les pièces qui sont généralement les plus visibles sur la voiture et aussi les plus importantes. Vous pouvez compter parmi ces pièces-là le châssis, donc la cellule de survie, la structure d'impact avant et arrière, la fameuse planche sous la voiture et tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec l'aérodynamique en général, tout ce qui est exposé à la lumière ou à la pluie. Et donc ces pièces-là, pas le choix, c'est assez Team qui doit bosser pour les dessiner et les concevoir. Sauf que vous allez me dire,
La Haas de 2018 ressemble étrangement à la Ferrari de 2017. Très bonne voiture d'ailleurs qui rivalisait très bien avec la Mercedes. Alors si on n'est pas allé aussi loin que dans le cas des Mercedes Rose de Racing Point en 2020, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'une version un peu évoluée de la Ferrari de 2017. Là aussi il y a un peu anguille sous roche et depuis les débuts en Grand Prix de Haas, les voitures américaines ont toujours plus ou moins ressemblé à une Ferrari, parfois très proche comme en 2018, parfois d'un peu plus loin comme en 2022. Le fait que Haas ait des bureaux de design directement à Maranello chez Ferrari peut y être un petit peu pour quelque chose, on va pas se le cacher. Le fait que Haas utilise la soufflerie de Ferrari aussi, oui, complètement, oui, on peut le dire. Mais tout comme Racing Point à l'époque utilisait la soufflerie Mercedes, un oubli d'un dossier ou de se déconnecter de votre session et hop, ça peut donner quelques idées à votre concurrent du coup, à celui qui passe derrière. Alors si ça peut vous rassurer, les bureaux de Haas fonctionnent avec des badges différents de ceux de Ferrari et inversement, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'à une pause café, ça puisse pas se parler un petit peu. Et justement, j'en viens à la manière dont fonctionne l'écurie Haas en termes d'infrastructure. Pas une, pas deux, mais 3 bases et sur 2 continents différents. On a donc l'équipe de course et une base opérationnelle pour le coup à Banbury en Angleterre. C'est là que se passe la majeure partie de l'action où on assemble les voitures et d'où ça part pour aller sur les grands prix. On a donc des bureaux à Maranello chez les petits potes de Ferrari pour toute la partie design et aérodynamisme. Et on a aussi une base chez Monsieur Haas à Kannapolis aux États-Unis pour tout ce qui est administratif. Mais aussi, on a un atelier d'usinage. Ça peut servir de savoir faire 2-3 trucs quand même. Et malgré ces 3 bases, Haas ne fait pas du fait maison en termes de fabrication, car oui, le châssis, les pièces aérodynamiques, bref, tout ce qui est plus ou moins en carbone de manière générale, si Haas les dessine, c'est Dallara qui les produit. C'est leur sous-traitant, comme Mecachrome produit les moteurs Alpine dessinés et conçus par Viry-Châtillon qui vont sur les Grands Prix de Formule 1. Il n'y a aucun moteur de Viry-Châtillon qui se retrouve sur un Grand Prix. C'est juste des moteurs de test. Le fait d'avoir 3 bases complexifie évidemment la communication et c'est d'ailleurs le premier cheval de bataille d'Ayao Komatsu, l'actuel team principal. Et faire fonctionner tout ce beau monde, c'est beaucoup d'organisation. Sans compter qu'on n'est même pas encore arrivé sur un circuit pour faire un Grand Prix de Formule 1. Ce modèle est donc très bien quand on met suffisamment d'argent entre guillemets pour décoller et se mettre sur orbite. Mais du coup, pour rester en orbite, c'est méga risqué parce que le moindre grain de sable dans votre organisation vous fait tout péter à la gueule. Et Haas en a fait l'amère expérience avec un enchaînement d'éléments qui a fait plonger l'écurie à partir de 2019. L'affaire Rich Energy, dont on reparlera en vidéo parce que ça c'est très intéressant. Une mauvaise direction de développement prise dont on s'est rendu compte beaucoup trop tard en 2019, donc ça a été la merde. Et donc l'arrivée du Covid en 2020, ce qui fait que vous êtes bon dernier en 2021 et sous assistance respiratoire russe. Alors entre-temps, la Formule 1 a changé et une règle est en train d'entériner petit à petit le modèle économique de Haas, ce qui est foncièrement une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est le budget plafonné. Fini la survie. Il est temps de pouvoir vivre correctement. Cette règle a rendu toutes les écuries viables économiquement parlant, leur a permis d'entreprendre des investissements relativement massifs dans leurs infrastructures et de se développer en tant que business. Et la bonne santé de la Formule 1 n'a jamais attiré autant de sponsors et les écuries en bénéficient grandement. Bref, c'est l'Eldorado pour tout le monde. Et si on a beaucoup entendu parler de Audi, de Honda, de Ford, de Cadillac, de Andretti, etc., il y a une autre marque qui est arrivé sur la pointe des pieds sans trop rien dire et a signé avec Haas un partenariat qui en a fait le 8e constructeur automobile à avoir une présence en Formule 1. Pas mal, non? Maintenant, il y a 8 constructeurs automobiles, je rigole pas, c'est Toyota. Alors pourquoi le modèle économique de Haas est en train de doucement devenir obsolète? Il y a 2 grandes raisons à cela. La première, c'est que la concurrence est de plus en plus forte. Il y a une convergence des performances qui se fait de manière assez naturelle et aussi parce qu'on est sur une fin de réglementation. 3-4 dixièmes aujourd'hui vous fait passer d'une position dans les points au fond de la grille en qualification. Ça va très vite. Donc du coup, acheter des pièces à Ferrari, même si elles sont bonnes, ça va pas suffire. Il va falloir aller plus loin et sortir d'une limite technique qui est établie par les pièces que vous achetez. D'ailleurs, Racing Point, par exemple, avait essayé de faire un peu du Red Bull en achetant des suspensions Mercedes. Et ça marchait pas bien. C'est pas fait pour. D'ailleurs, toutes les écuries de F1 poussent pour une indépendance accrue, justement pour avoir plus de liberté technique et maximiser la performance.
Aston Martin ne veut plus de Mercedes, mais veut Honda pour avoir un moteur pour eux-mêmes et bien l'intégré avec leur châssis. Red Bull vont faire eux-mêmes leur power unit, et puis Audi va tout faire soi-même. On reparlera d'Audi dans une autre vidéo. Alors oui, ça coûte plus cher, et c'est aussi prendre le risque de partir dans une mauvaise direction de développement, mais la concurrence est telle qu'aujourd'hui, prendre des risques, c'est plus récompensant que d'être prudent, sachant que le budget plafonné donne quand même un vrai filet de sécurité sur la dépense chaque saison. La deuxième raison concerne les processus d'organisation. Encore une fois, la concurrence est forte, les grands prix sont nombreux, il faut donc de la réactivité pour ne pas se faire distancer. Encore une fois, 3-4 dixièmes, c'est P8 à P18, ça va très vite, il n'y a pas le temps de niaiser. Et pour être réactif, c'est bien d'avoir le maximum sous le même toit. Le design, la conception, la fabrication, rassembler tout le monde améliore la communication au sein de l'écurie, permet d'aller plus vite et surtout permet de créer une atmosphère et une culture qui, in fine, peut se traduire par de la performance en piste. Il faut donc investir dans les structures de l'équipe, le matériel, etc., etc. Le problème, c'est que Gene Haas pensait que le modèle économique qu'ils avaient était toujours suffisant pour faire mieux que leur saison précédente. Avant la saison 2024, ouais, je pense qu'il avait raison. Mais quand on regarde cette année, la très grande majorité des week-ends de Haas ont été maximisés à donf. Ils ont tiré toute la performance de la voiture à chaque fois, sur chaque circuit. Quand elle fonctionne bien, ça score des très gros points, mais même quand ça performe moins bien, parce que la voiture n'est pas faite pour tel ou tel circuit ou que voilà, c'est pas ouf, il y a aussi peu à redire sur les choix stratégiques. Vraiment, dans l'ensemble, c'est méga bien. Et ils ont joué habilement de la stratégie, parfois de manière un peu controversée, quand à Jeddah, par exemple, ils sacrifiaient une voiture pour protéger l'autre dans les points. Je pense qu'on arrive au bout de ce qui est capable de faire l'écurie avec ce modèle économique aujourd'hui. Mais pour le moment, on reste dessus. Et c'est aussi le point de désaccord entre Günther Steiner et Gene Haas, qui a fait que l'Américain s'est séparé du patron d'équipe le plus connu grâce à Netflix. D'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi Gene Haas s'est séparé de Günther Steiner ? Pas la même vision. Steiner voulait investir dans les infrastructures comme toutes les autres équipes, mais Gene Haas voulait pas ça. Ce qui dit potentiellement deux choses sur l'Américain. Soit il a un manque de vision business, ce qui est étonnant, soit il a plus beaucoup d'argent ou ne veut pas le dépenser, ou ne veut pas laisser Günther Steiner le dépenser. Je pense aussi que le fait que Günther Steiner passe plus de temps devant une caméra et à écrire un livre tout en faisant des résultats relativement médiocres malheureusement et pas forcément les meilleurs choix stratégiques pour l'écurie, comprenez par là Rich Energy ou Ralkali, je pense que Günther Steiner a épuisé toutes ses cartouches sur la patience de Gene Haas. Alors le fin mot de l'histoire, c'est que Gene Haas voulait d'abord maximiser les résultats avec le modèle économique actuel avant de remettre de l'argent pour aller plus loin. Et justement, c'était la mission d'Ayao Komatsu et ce qui est en train de se passer en cette saison 2024. Et c'est ce dont n'a pas été capable Günther Steiner sur les précédentes années. Alors Haas possède très peu d'infrastructures aujourd'hui et donc la valeur de l'équipe est relativement basse par rapport à d'autres. La seule chose de grosse valeur qu'elle possède, c'est tout simplement son inscription au championnat du monde de Formule 1. Mais du coup, ça reste quand même assez peu par rapport à Alpine ou Aston Martin qui ont d'ailleurs cédé des parts de leur propre écurie et ils ont donc récupéré de l'argent sur le compte en banque pour l'investir justement dans des infrastructures. On parle d'écuries qui valent aux alentours du milliard de dollars, donc vendre 10% ou 20% de ta propre écurie, ça te permet de prendre tout de suite beaucoup d'argent et de pouvoir te payer une usine assez rapidement par exemple. La valeur de Haas ne peut donc croître ou décroître que par ses résultats les plus récents en piste, mais sa valeur ne repose pas sur des immobilisations corporelles, entendez par là les infrastructures notamment. Mais du coup tout ça, c'est une question de temps et c'est là qu'entre en jeu Toyota. Parce que c'est l'avantage d'avoir Ayao Komatsu en team principal, c'est que lui, il connaît très bien Masaya Kaji, le boss de l'ingénierie de Toyota Gazoo Racing, car ils ont été collègues dans le début de leur carrière. Et c'est pas mal ça. Et si on a vu Kaji dans le garage Haas pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, vous n'avez peut-être pas vu Ayao Komatsu qui était pourtant aux 24 heures du Mans cette année. Et les 24 heures du Mans, c'est un peu la grande messe pour Toyota. Dans cette logique de continuer ce modèle économique, de pas avoir grand chose et d'acheter un petit peu partout et de sous-traiter beaucoup, Toyota s'y imbrique parfaitement et ça leur va très bien.
c'est du win-win pour tout le monde. Haas garde son modèle économique et peut même l'étendre ou en tout cas l'optimiser encore un petit peu plus. Et Toyota a une liste d'avantages assez incroyable. Le partenariat est assez important entre Haas et Toyota car il est technique, financier et humain. Toyota a des infrastructures en Europe par sa filiale Toyota Gazoo Racing Europe à Cologne en Allemagne. Ce campus est à la pointe de la technologie. Globalement, beaucoup d'écuries de Formule 1 viennent utiliser leur soufflerie là-bas juste pour vérifier qu'ils n'ont pas fait de la merde avec leur propre soufflerie chez eux. McLaren a soufflé très longtemps chez Toyota à Cologne. C'est aussi dans cette grosse usine qu'on avait une grande partie de l'écurie Toyota F1 à l'époque et aujourd'hui elle est utilisée pour les programmes du WEC, du WRC et du GT. On fait presque tout là-bas. Donc ils ont une usine pour faire du design, de la conception et de la fabrication et tout ce qu'il faut pour engager des voitures de course à la pointe de la modernité, tout simplement. Et Haas va en bénéficier très vite et ça doit se traduire par de la performance directe en piste qu'on verra plutôt début d'année prochaine, je pense. Sur cette fin d'année, il reste 3 Grands Prix, ça m'étonnerait un petit peu. Alors évidemment, pour le moment, Haas garde tout de même leur sous-traitant Dallara pour faire la voiture et l'aéro, et ce n'est pas une question de changer pour un autre, mais d'avoir tout simplement 2 sous-traitants complémentaires pour augmenter la réactivité de l'écurie. Et ça, c'est plutôt cool. Toujours dans ce partenariat technique, Toyota va aider Haas à construire leur propre simulateur dans leur base à Banbury. Enfin, ça y est, voilà, ça commence à arriver. C'est un premier investissement d'infrastructure intéressant pour le coup. Et alors en plus de ce simulateur, l'écurie va pouvoir utiliser celui de Toyota à Cologne. Et ils vont aussi continuer d'utiliser celui de Ferrari à Maranello pour le moment. C'est bien d'avoir des pièces Ferrari que tu mets dans un Simu Ferrari. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, le technique ça peut aller très fort, mais vous l'avez vu depuis Austin, Toyota Gazoo Racing apparaît sur l'aile arrière de la voiture. C'est devenu un sponsor. Et le fonctionnement de ce sponsoring est très intéressant d'un point de vue financier. Quand Haas, par exemple, demande la fabrication d'une aile avant ou d'un châssis à Dallara, eh bien Haas fait un chèque à Dallara. Globalement, ça paye. Normal, c'est un sous-traitant, hein, voilà. S'ils font la même chose avec Toyota, ce sera déduit de l'argent du sponsoring sur la voiture. Exemple, admettons Toyota paye 10 millions de dollars pour être sur la voiture, ce sont 10 millions de dollars en pièces de Formule 1, aile avant, etc. Pas spécialement en argent. Donc Gene Haas, il n'a pas besoin de sortir des fucking millions. 100 fucking million a year of his own fucking money. Vous l'avez bien compris, Toyota n'est pas un sponsor titre, mais simplement un sponsor avec lequel Haas sous-traite la production. Mais il y a un autre aspect très intéressant de ce partenariat, et il est humain. Toyota veut, à travers ce partenariat, continuer de développer les compétences de ses employés sur la haute technologie et donc en particulier sur la Formule 1. Et l'avantage, c'est qu'ils n'ont pas besoin de dépenser 1 milliard de dollars pour racheter une écurie de Formule 1 pour être en Formule 1. Les employés ne partent pas non plus de zéro, hein, ça reste des ingénieurs qui ont bossé sur du WEC, du WRC, du GT, etc. Ce personnel Toyota d'ailleurs se fera aussi la main sur des tests privés avec d'anciennes Formule 1 de l'écurie, avec évidemment en appui du personnel de chez Haas, exercice qui n'a jamais été fait auparavant par l'équipe parce que ça coûte tout simplement cher et que ça fait pas partie du budget plafonné, donc ça ne te sert pas tout de suite dans la performance de l'équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Toyota qui va régaler ces tests et que l'on y verra des pilotes de chez eux prendre le volant. Un point d'appui supplémentaire pour étendre les services de l'académie jeune pilote de Toyota Gazoo Racing. Ce personnel-là qui sera autour de ce projet de test privé pourra à terme se retrouver peut-être dans l'équipe de course qui va sur les Grands Prix de Formule 1. Mais ce ne sera pas le cas tout de suite. C'est pas tout de suite qu'on va voir des ingés Toyota arriver chez Haas sur les Grands Prix. Alors ce partenariat est assez énorme et peut même démarrer un effet boule de neige positif car cela assoit un peu plus le sérieux de l'écurie qui pourrait attirer d'autres sponsors en plus de ceux qu'ils ont réussi à prendre ces 2 dernières années. MoneyGram F1, je crois, c'est 18 millions de dollars par saison, il me semble, ce qui est déjà joli, hein, c'est pas mal, c'est cool. Toyota va bénéficier de l'apprentissage de la Formule 1 ainsi que de son exposition médiatique, tout cela à moindre coût et à moindre risque, et pourra facilement choisir d'accroître ou de décroître facilement son implication en Formule 1 en fonction de son envie et de ses besoins, tout simplement. C'est parfait. Et c'est très intéressant pour eux parce que même s'ils n'ont pas prévu d'arrêter le WEC pour le moment, ils ont désormais une porte de sortie si jamais ils en ont envie. Parce qu'en WEC, la narration, c'est pas de savoir si Toyota va gagner, mais plutôt de savoir si Toyota va perdre. Et c'est forcément beaucoup moins joli et beaucoup moins intéressant à raconter comme histoire.
Parce que je vous rappelle, hein, le sport auto, c'est du marketing globalement. Et le partenariat entre Haas et Toyota fait beaucoup sens en fait. Parce que le principal marché de Toyota, ce sont les États-Unis. Et donc s'associer avec la seule écurie américaine du plateau, c'est du pain béni. Et le pire, c'est que cette association peut même donner une sorte de cartouche de plus pour refuser l'entrée d'Andretti et de Cadillac en Formule 1. Et c'est peut-être pas celle que vous pensez. Parce que désormais, on a des présences de constructeurs automobiles ultra diversifiés en Formule 1. Celui qui fait tout, Ferrari, Mercedes, etc. Celui qui fait juste des châssis, Alpine, McLaren, Williams. Celui qui fait juste des moteurs, Honda, par exemple. Voilà. Et celui qui est simplement un sous-traitant, Toyota. Lui, il fait 2-3 petites pièces, une aile avant, une aile arrière, un châssis de temps en temps, voilà. En fait, la Formule 1 peut désormais dire à Andretti et General Motors, racheter une écurie, non? Alpine ou peut-être même Audi, là, à ce point-là, mais on va en reparler dans une autre vidéo. Ou alors faites juste un moteur. Peut-être que Haas ou McLaren pourraient être intéressés, si vous êtes vraiment bon. Ou alors, donner un appui technique, par exemple. Williams, ils peuvent en avoir besoin. Ça peut être bien de fournir des bonnes pièces à Williams. En fait, il faut partir du principe que tant que les 10 écuries de Formule 1 ne seront pas maximisées dans leur infrastructure et leurs partenariats commerciaux, très certainement qu'on ne verra pas une 11e écurie de Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, il reste encore pas mal de possibilités à prendre pour être tout simplement en Formule 1. Le jour où ce sera vraiment blindé, là, on commencera à se poser la question d'une 11e écurie. Ça peut peut-être faire sens commercialement parlant parce que tout est maximisé là. C'est la question que je vous ai posée en début de vidéo, mais à laquelle on peut forcément difficilement répondre vu la tournure que prend l'écurie et ce partenariat. C'est un objectif probablement en interne, mais qui n'est pas annoncé. Alors pour le moment, on n'a aucun indice d'une quelconque volonté de la part de Gene Haas de vendre son écurie, surtout vu la bonne saison 2024, faut être tout à fait honnête, et le partenariat avec Toyota qui viennent de signer. Sachant que même s'ils gardent leur modèle économique, on a enfin quelques investissements dans des infrastructures, ça avance, donc ça bouge dans la bonne direction. Et de manière réfléchie, donc ça c'est hyper important. On a vu aussi beaucoup de précautions chez Toyota, de dire on ne revient pas en Formule 1 en tant que constructeur ou en tant que motoriste. Il n'y a pas un seul pied qui a été mis en dehors des limites du partenariat qui a été annoncé, aucune projection à long terme, mais ça nous laisse suffisamment de matière pour qu'on se fasse une petite réflexion ensemble. Premièrement, Toyota n'a pas pour projet de faire un moteur qui répond à la réglementation 2026 de Formule 1. Donc si jamais ils veulent se lancer en tant que motoriste en Formule 1, ce sera pour la prochaine réglementation à l'horizon à peu près 2030. Voilà. C'est très sage de ne pas se lancer corps et âme dans un échec presque certain, comme ça l'a été pour Honda début 2015 avec McLaren. Toyota n'a pas non plus fait signe de rachat de l'écurie Haas pour revenir en tant qu'écurie usine en Formule 1. D'ailleurs, s'il y a un moment pour faire ce move, c'est assez rapidement, pendant que Haas n'est pas encore très cher et n'a pas beaucoup d'infrastructures. Parce que plus les années vont passer, plus Haas va commencer à se développer et à prendre de la valeur. Et ça, après, si tu veux racheter, ça va coûter plus cher. Je pense pas non plus que Toyota ait un énorme intérêt à racheter Haas pour simplement rebadger l'écurie en Toyota F1 Team. Ils y gagneraient autant à prendre des parts de l'écurie et à devenir Haas Toyota F1 Team, comme on a eu McLaren Mercedes dans les années 90-2000 ou Williams BMW par exemple. Là, dans ce cas-là, tu partages un peu plus les risques et tu as la même exposition globalement. Deuxièmement, Haas est toujours en partenariat avec Ferrari jusqu'en 2028. Vous l'avez compris, Toyota n'aura rien à voir sur toute la partie Power Unit et boîte de vitesse. Ils vont être plutôt sur la partie châssis et donc aérodynamisme. Peut-être que Haas n'achètera plus certaines pièces chez Ferrari au fur et à mesure que la relation avec Toyota se développe. Je pense notamment aux suspensions et autres pièces que Toyota pourrait fabriquer justement. Et je pars du principe que ça prend cette direction-là. Que le partenariat technique avec Ferrari va doucement se réduire. Mais Haas sera toujours tributaire du moteur Ferrari au moins jusqu'à la nouvelle réglementation vers 2030. Si à ce moment-là, Toyota décide de construire un moteur de Formule 1. Troisièmement, pour être un top team, il faut toutes les infrastructures, comme c'est le cas pour Ferrari, Mercedes, Red Bull ou encore Aston Martin par exemple plus récemment. Mais il faut aussi l'humain et sa culture. Et ça, c'est un méga gros boulot. Et c'est un méga gros boulot du quotidien chez tout le monde, dans toutes les écuries. Et c'est typiquement en apprentissage chez McLaren,
C'est pareil chez Williams, mais bon là, Williams ça part quand même de beaucoup plus loin que McLaren. Donc il y a du taf. Chez Haas, il y a beaucoup de taf. Enfin, pour terminer, il faut aussi des pilotes. Dès l'année prochaine, on en a 2 nouveaux dans l'écurie, Esteban Ocon et Ollie Bearman. Et vous l'avez bien compris, un des 2 sièges risque d'être convoité par un pilote Toyota dans les années à venir. Est-ce que l'on préférera garder l'expérience d'Esteban Ocon ou alors si Bearman fait mieux, est-ce qu'on gardera le Britannique qui permettra aussi de faire un peu plus plaisir à Ferrari ? On verra bien comment ça se passe. Pour Esteban Ocon, c'est le moment de construire un projet en tant que pilote leader d'une écurie de Formule 1 qui est voulu et non pas par défaut comme ça a été le cas chez Renault puis Alpine. C'est un projet qui peut le remettre finalement sur le marché pour un dernier move dans un top team pour la saison 2027 par exemple, mais ça inclut de faire 2 très bonnes saisons avec Haas, ce qui est encore loin d'être garanti. Et j'avoue, ça me paraît peut-être même un petit peu tôt. Mais ce move, il peut le faire aussi un peu plus tard si l'équipe continue de progresser. Ça reste aujourd'hui, avec tout ce que l'on s'est dit jusqu'ici dans cette vidéo, plutôt une bonne maison pour patienter sans trop de risques normalement. Il faut juste rester le meilleur par rapport à n'importe quel coéquipier qu'on te met à côté. Et il faut rester un leader qui est inspirant et qui est exemplaire et qui pousse l'équipe dans le bon sens. Pour Ollie Bearman, son avenir de bouger tient à ses bons résultats, comme pour Esteban Ocon évidemment. Et surtout, ça tient à quand Lewis Hamilton partira de chez Ferrari et de la Formule 1 en règle générale, et à quel point Toyota commence à s'impatienter pour y mettre un de leurs pilotes. Mais lui aussi a quand même le temps de faire au moins 2 bonnes saisons, je pense, voire peut-être plus, sans se poser trop de questions, sans souci. Sauf catastrophe. C'est encore tôt pour y voir clair sur l'avenir à long terme de Haas en Formule 1, mais le partenariat avec Toyota leur permet de garder le même modèle économique qu'ils ont poussé à bout cette année et qui a encouragé Gene Haas à enfin investir dans les infrastructures de l'écurie. Il suffisait de faire tout simplement de bons résultats pour l'équipe et d'avoir quelqu'un qui sache dépenser correctement l'argent. Le partenariat avec Toyota est un premier pas vers de l'indépendance et de la réactivité qui est nécessaire dans l'écosystème de la Formule 1 pour pouvoir tout simplement performer face à une concurrence qui est acharnée aujourd'hui. Il y a un effet court terme qui se retrouvera normalement en piste dès le début de l'année prochaine et un effet long terme qui influera sur l'organisation et le développement de l'écurie pour le meilleur, on l'espère. Les choix futurs d'un engagement plus profond de Toyota en Formule 1 sont encore très ouverts avec un minimum de risques associés et un bénéfice d'image qui est non négligeable grâce justement à ce partenariat. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau top team? Il est tout simplement trop tôt pour le dire, mais l'écurie en prend la direction. Le chemin est encore très long et les erreurs et revers arriveront, c'est certain. Haas est aujourd'hui une écurie qui entre dans une stabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant et qui leur permet tout simplement de construire un avenir qui compte en Formule 1. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont pouvoir faire dès l'année prochaine avec Toyota justement.